Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette vidéo très spéciale avec 3 personnes qui ont accepté mon invitation. Messieurs Alexis Cossette-Trudel, Monsieur Sylvain Laforêt, Monsieur Stéphane Blais, avec qui on va discuter des enjeux de la situation actuelle ainsi que de la manifestation, du rassemblement, dis-je, de samedi midi au 770 Sherbrooke-Ouest à Montréal. Alors, à tout seigneur, tout honneur, bonsoir Alexis Cossette-Trudel. Salut Daniel, salut les gars. Salut, salut. Hey. Ça va bien? Oui, ça va. Là, je suis encore, vous le voyez, dans le déménagement. Là, je suis encore dans les boîtes, etc. C'est un gros déménagement, c'est pas comme le dernier. Alors, voilà, j'ai accepté l'invitation. Je ne fais pas de web journaux, mais on va faire au moins cet appel à la manifestation aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas prendre service avec le web journal, juste pour tes fans? Probablement la semaine prochaine. J'ai comme une petite activité, j'ai comme un truc vendredi avec Théo Vox. Samedi à la manifestation, je pense pas que j'aurai le temps pour dimanche, donc au début de la semaine prochaine. Alexis, qu'est-ce que tu as le goût de nous parler aujourd'hui, juste pour nous mettre l'eau à la bouche? Ben, je veux dire aux gens, en fait, que selon moi, là, les choses vont très bien. Je pense qu'on a essentiellement déjà gagné, je le répète souvent, là, parce que le gouvernement opère dans un contexte où il doit mentir, où il doit gonfler les chiffres. Il n'opère pas sur des bases solides. Il doit convaincre les gens d'une fausse alerte. Et afin de maintenir son objectif, là, je veux dire, de nous imposer éventuellement un vaccin, d'imposer des mesures encore plus coercitives, il doit, comment je pourrais dire, il va devoir vexer les Québécois. Et les Québécois, on comprend comment sont les Québécois. Les Québécois sont un peuple assez doux. On dit souvent trop mou, etc. Et moi, j'ai l'impression, là, c'est mon sentiment intérieur, que les Québécois n'accepteront pas une augmentation de la répression. Les Québécois n'accepteront pas un État totalitaire et c'est ça qui est nécessaire pour continuer les mesures qu'ils veulent déployer. Ils sont en train, on a vu la ministre Guilbeault là, qui a fait une conférence de presse derrière un tank de police. Je ne suis pas sûr, moi, que ça a été, encore une fois, une bonne idée de faire ça. Je pense qu'ils font des erreurs, ils essayent d'augmenter le niveau de peur et le niveau de répression et d'autoritarisme du gouvernement. Et je ne suis pas sûr que les Québécois sont au diapason avec cette façon de faire. Cependant, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous de voir cette augmentation de la répression quand ils nous imposent des masques, quand ils nous imposent des mesures répressives. C'est là qu'on voit que les gens se réveillent. Alors, nous, en tant que personnes qui voulons faire triompher la vérité, on a tout intérêt, et c'est là que je dis qu'on a déjà gagné, on a tout intérêt à ce que le gouvernement augmente la pression, augmente la coercition, augmente les mesures autoritaires, parce qu'à chaque fois qu'ils le font, je veux dire, des proches de nous commencent à se poser des questions, se réveillent, etc. Je le sais, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui me disaient que la personne qui avait de la difficulté à convaincre il y a encore un mois, eh bien maintenant a changé de bord. Et c'est maintenant elle qui a de la difficulté à convaincre une autre personne auprès d'elle. Donc, notre influence a augmenté. Et ça, c'était, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, ça a été l'erreur d'imposer le masque au mois de juillet. À chaque fois qu'ils vont augmenter la répression, les mesures coercitives, on va triompher davantage. Alors, c'est tout à notre intérêt qu'ils continuent à augmenter la pression et la répression. Ça va nous faire triompher. Là, on embarque dans l'ego. On va laisser parler les autres avant que tu développes ça un peu plus à fond. Mais on embarque dans l'ego. Hein. Là aussi, est-ce que je back? Je vais avoir l'air fou, tu sais, quand tu es dans la peau à Legault ou à Guilbeault ou à Arruda. Alors, c'est sûr que là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On va aller voir M. Sylvain Laforêt. Sylvain, est-ce qu'on s'est dit bonsoir? Oui, c'est fait. OK. Alors, toi, c'est de quoi? C'est quoi qui te brûle les lèvres là, de partager à nos auditeurs? Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec Alexis. C'est certain que moi, je me réjouis à chaque fois qu'il en ajoute une couche. Je sais qu'il y en a plein qui paniquent. Vous devez être pareil, vous recevez des messages de gens qui ont peur, qui ont mais
Mais je le dis à chaque fois qu'ils en ajoutent, c'est des gens qui vont tomber de notre bord. Et ce qu'ils sont en train de faire, dans le fond, c'est que les théories du complot ne sont plus des théories. Je veux dire, clairement, on est dans le complot, là. On est dans un paquet d'entités qui sont en train d'écraser la population québécoise, puis ça a des impacts terribles, puis on commence à les voir, autant au niveau des faillites et au niveau des commerces et des gens, ils commencent à avoir des suicides. C'est assez épouvantable. Ça fait que je suis d'accord avec Alexis. Là où je pense que ça devient vraiment réjouissant, c'est que, écoute, quand j'ai écrit mon premier livre en 2015, le dernier chapitre, je parlais de l'importance, dans le fond, que les policiers et les militaires soient un peu sensibilisés à ces questions-là. Parce qu'en bout de ligne, c'est les gens armés qu'on a ici. C'est eux autres qui peuvent faire imposer la loi ou ne pas l'imposer. Et ce que je commence à me douter, c'est que je pense que la police n'embarque plus beaucoup dans les games du gouvernement. On n'entend pas parler, ou à peu près pas de tickets, de tickets pour des gens masqués à l'intérieur. Moi, j'ai personnellement entendu dire un policier qui ne donnerait jamais un billet à quelqu'un pour quelqu'un qui n'a pas de masque dans un commerce. Et puis, si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, les journaux, les médias traditionnels qui nous renseignent si bien, est en train de nous rentrer dans la tête, dans le fond, qu'on pourrait probablement passer à l'imposition des masques en extérieur, ce qui est complètement débile, là. Je veux dire, on ne met pas de masque. Moi, je n'ai pas mis de masque encore, sauf pour une photo de profil sur Facebook. Puis, donc, il n'y a pas de rhume. C'est fini la grippe, là. Et donc, on nous parlait de ça la semaine dernière. Puis est arrivée la manifestation de Québec. Et là, la manifestation de Québec a fait réagir le gouvernement, genre, tout le monde n'est pas masqué, il n'y a pas de distanciation, il va falloir sévir la prochaine fois. Et la même journée, on a une conférence de presse de la police de Québec qui disait les droits de manifester est plus important que les consignes sanitaires, là. Et ça, c'est la police qui vient carrément contredire le gouvernement sur la prochaine manifestation. Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? On a arrêté de nous parler de l'imposition du port du masque en extérieur, tout à coup. Et on a aussi entendu dire que le gouvernement du Québec s'apprêtait à faire appel à des polices privées. Donc... c'est incroyable. Mais je vais faire un pause. Je veux que tu reviennes là-dessus parce que je vois Stéphane qui brûle dans la vie. Non, pour moi, c'est grave, là. Je veux entendre parler de ça, la police privée, là. Ah, bien sûr. C'est encore là, Sylvain, on dirait que l'image a figé. Non, c'est correct. Je le vois cligner des yeux. Continue, non, mais c'est juste une entrée en matière. C'est une entrée en matière. Stéphane Blais. Stéphane Blais, on a hâte de t'entendre. Vas-y, mon Steph. Ben écoute, encore une fois, moi je pense qu'on a un modèle unique au monde, au Québec. C'est intéressant parce qu'on se trouve à avoir une belle diversité de gens uniques ou d'organisations uniques qui collaborent en symbiose, en synchronisation, et chacun est dans ses souliers. C'est extraordinaire. Et chacun a vraiment des forces qui lui appartiennent. Tu sais, Sylvain Laforêt, regarde, c'est un crack, New World Order et tout ça. Là, il a écrit là-dessus, le système bancaire et tout ça. Alexis, le Deep State, pour ne pas dire le Deep Steak, comme on se ferait... Je trouve ça drôle en passant, ceux qui nous narguent comme ça. Je trouve ça vraiment... à un moment donné, il faut savoir rire de nous-mêmes, là. Mais chose certaine, c'est que les analyses d'Alexis sont fantastiques. Je veux dire, ça nous permet vraiment de bien savoir où on s'en va, de bien comprendre les stratégies, et puis de voir un Daniel Pilon qui dans l'humour, mais de façon incisive, va lancer son message à tous. C'est extraordinaire. Donc, et puis pour ce qui est de la Fondation, la Fondation a un rôle concret à jouer sur le plan légal, mais aussi sur le plan de la mobilisation, un peu comme on va faire samedi avec la manifestation. Parce que, comme j'ai dit à Québec, lorsqu'on a déposé le 8 juin le pourvoi en contrôle judiciaire, comment je pourrais dire, là, j'ai perdu le fil de mon idée. Non, la manifestation, moi, je vais te ramener sur la manifestation samedi. Écoute, il va falloir que ça soit parfait. Il va falloir que ça soit parfait parce que les médias vont être là, TVA va être là pour essayer de trouver le gars qui pisse dans le coin là-bas ou l'autre qui crache à terre ou bien que
je ne sais pas, moi, un couple qui s'embrasse. Oui. Donc, il va falloir que ce soit impeccable, l'organisation. Ça ne peut pas être impeccable. Ils ont fait ça aux États-Unis. Il y a des rallyes impeccables, puis ils vont toujours chercher le pouls. Oui. C'est impossible de les satisfaire. Quand c'est impeccable, ils inventent des affaires. Il y a eu un comparatif, un dénommé Colin Shaw. Bref, super belle analyse où est-ce qu'il prenait Black Lives Matter, puis il prenait les manifestations pour les droits et libertés, parce qu'en réalité, les gens disent manifestations contre les masses. C'est pas vrai. C'est pour nos droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés à la fois du Canada et du Québec. Donc, mais ça ne vaut plus rien, ça, aujourd'hui? Ils ont tous déchiré ça? Ben écoute, si vous écoutez les commentaires d'un nouveau conseiller politique qu'on a à la Fondation, qui est Jean-François Dubois, effectivement, il y a une restriction des droits des citoyens depuis quelques années avec des jugements qui musellent les citoyens. Ils bouchent tous les trous pour faire en sorte que ce soit très, très difficile de contester en cours. Puis peut-être que les gens aimeraient avoir un petit topo de ce qui se passe présentement, là, parce qu'il y a des rumeurs à l'effet qu'il ne se passe plus rien. Je ne sais pas si on en parle plus tard. On va y aller tout de suite après. On va faire un deuxième tour. Garde ça à la glace. Chose certaine. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, chose certaine, c'est que la marche de samedi, c'est une marche qui va, encore une fois, à mon avis, être une marche où est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de monde. Et ce qui est intéressant dans notre groupe, là, le groupe de la résistance, qui comprend tous les citoyens, c'est que chaque fois qu'il y en a un qui vient dans le groupe, il reste dans le groupe. Donc, on fait juste enlever des gens, en fait, des gens qui dorment, il y en a de moins en moins, et de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et notre groupe d'éveillés, ben, il prend de la croissance, mais il ne va jamais en rétrécissant. C'est ça qui est extraordinaire. À chaque jour, on en découvre. Moi, c'est ça. Ceux qui viennent avec nous restent avec nous. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Alexis, vas-y, développe ton idée. Tu parlais du gouvernement qui se fourvoie dans ses mensonges, dans son plan qui est plein de ratés. Continue, développe-nous ça. Quand on analyse, mettons, la politique québécoise, là, regardez juste la façon dont Legault se comporte. Il se comporte comme un bon père de famille. Il nous rappelle un peu comme le mou politique de René Lévesque, tout ça. Et les Québécois aiment bien ça, hein, un peu de fluidité. Les Québécois, c'est pas un peuple qui friand d'autoritarisme et de rigidité. Or, c'est la seule voie pour le gouvernement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu regardes essentiellement ce qui marche en politique au Québec, c'est pas l'autorité, c'est pas la voie de la menace et tout ça. Le problème du gouvernement, c'est que c'est la seule option pour lui afin d'imposer ses mesures totalitaires. Et les Québécois ne peuvent pas, moi je parle de la fibre identitaire des Québécois, les Québécois ne peuvent pas identitairement, politiquement parlant, embarquer dans ce projet-là. On n'a jamais adhéré à ce genre de politique. On n'a pas ce réflexe-là. Au contraire, on a un réflexe anti-autoritariste au Québec. Alors moi je regarde juste je regarde le pouls de la population, je regarde comment les Québécois se comportent, puis je dis ce projet-là gouvernemental de mesures dictatoriales, de vaccins forcés, etc., est nécessairement voué à l'échec. Et là, c'est ce que j'ai entendu de vous à gauche et à droite, c'est-à-dire que la société civile, les policiers commencent à être réticents, etc. Moi, je vais le mentionner, hein, je ne l'ai pas mentionné dans les lives, mais et à Montréal et à Québec, il y a des policiers qui sont venus me voir pour dire qu'il y avait dans leur corps de police des personnes qui sont avec nous. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je le mentionne comme ça en ondes, mais... donne pas de nom, mais c'est merveilleux. J'ai entendu la même chose ce week-end, moi, de différentes bouches, que la quantité de gens est très grande dans ces organisations-là qui sont de notre côté. Donc, étant donné que le gouvernement détonne n'est pas du tout au diapason de la politique québécoise en ce qui concerne les mesures dictatoriales, là, il y a une distance qui s'opère entre une distance qui s'opère entre les politiques, le gouvernement, les mesures que le gouvernement veut imposer et la volonté de la population. C'est-à-dire que la peur de la COVID ne suffira plus. Là. Il est en train de rompre le contrat social. Ouais. Mais Alexis, ils tiennent les commerçants. Ils tiennent les commerçants avec la menace de l'amende. Oui, c'est ça. Mais moi, moi, je rentre dans les magasins,
Puis la plupart du temps, j'essaie de ne pas porter mon masque. Puis dès qu'on parle à la caissière ou quelque chose comme ça, là, elle dit « Ah oui, c'est vrai, hein? Puis oui, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. » Je pourrais t'en nommer comme une demi-douzaine de cas depuis quelques jours de personnes qui le font par conformisme, mais dès que tu leur donnes la chance de s'en sortir, qui vont sortir avec la phrase, qui croient que c'est trop, que c'est... Fait que, tu sais, la légitimité des mesures gouvernementales repose sur une mince couche de glace. Là. Le gouvernement n'est pas très stable dans comment je pourrais dire, dans ses assises politiques là, concernant les mesures d'imposition du masque et je veux dire, des mesures de distanciation. Ouais. Est-ce que tu penses que Legault et Arruda étaient au courant au tout début de la pandémie de tout ce plan-là qu'on voit quand même? Là, moi, j'ai vu de la façon dont ils ont opéré. Là, ils opèrent en disant non, on ne va pas le faire, oui, on le fait, non, on ne va pas le faire, oui, on le fait. Ça, c'est des techniques de manipulation des masses. C'est bien connu. Si tu regardes comment ce que Arruda a dit sur le masque, sur un ensemble de choses, la distanciation sociale, sur le confinement, etc., il a opéré de façon très, très scientifique, c'est-à-dire psychologique, en mentant la population, en revenant, en rassurant, en faisant le contraire. C'est des techniques de manipulation des masses qui sont connues. Voilà. Maintenant, ce que je pense, c'est que le gouvernement a fait des erreurs, puis le gouvernement fait plein d'erreurs. Je pense que le gouvernement lie mal la population. Le gouvernement lie mal la population. Il pense qu'il est plus fort qu'il est parce qu'il contrôle les médias, puis il y a une sorte de conformisme, là. Mais je pense qu'il, comme tu disais en avant-entrevue, là, que l'imposition du masque au mois de juillet, alors que tout est terminé, ça en a réveillé plus un. Et encore une fois, plus ils vont serrer les mesures, ils ne sont pas sur un terrain gagnant. Là. Moi, j'ai fait un sondage, les gars, sérieux. Et puis, j'ai 15 000 répondants. Il y a la première moitié, c'était mes followers sur tout autour. Donc, je suis conscient que c'est biaisé. Mais l'autre moitié, c'était boosté. Donc, c'était un peu tout le monde sur Facebook. Là. Ça n'avait aucun rapport avec mes followers. Il y avait à peu près 30 % là. Donc, j'avais, moi, 10 % de gens qui étaient satisfaits de la CAQ, 30 %. Il faut que tu tiennes compte là-dedans que la majorité silencieuse qui dit, dans la majorité silencieuse, celui qui dit, moi, je veux rien savoir des masques, mais qu'il y a un fonds de pension, puis il travaille au gouvernement, il dit, je n'irai pas donner mon courriel, ou je n'irai pas liker ça, ou je n'irai pas dire oui, que je suis insatisfait. Donc, il y a différentes choses, mais donc, ma conclusion, c'est que c'est autour de 25 %. Je suis sûr que je ne me trompe pas plus que 1 ou 2 %. Seulement 25 % sont satisfaits de la CAQ avec les mesures sanitaires. Donc, 75 % des Facebookers ou des YouTubers, des gens sur les médias sociaux sont insatisfaits. Il y en a 4 millions, à ce que je sache, des Québécois sur les médias sociaux. Donc, quand même qu'on donnerait 100 % à ceux qui dorment à la maison au gaz, qui ne regardent pas les médias sociaux. L'autre 4 millions, là, on dit que les enfants, c'est que ça fait quand même 40 % du monde. Bref, oui. Tu as juste à regarder la réaction du gouvernement pour comprendre qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. On le voit que le gouvernement est en panique. Là. Les conférences de la Guilbeault, ils ont tassé Arruda, ils ont mis Guilbeault, qui est une personnalité peut-être un petit peu plus populaire qu'Arruda. Pourquoi ils ont tassé Arruda? Pourquoi c'est Guilbeault qui est en touche? Parce qu'Arruda était de moins en moins populaire. Tu vois qu'il y a des changements. Ils donnent des dizaines de millions de dollars à Cossette Communication pour faire un plan de déconfinement. Tu sais, je veux dire, ils payent des influenceurs sur Internet. J'ai publié Rachid Badouri. Tu sais, ils savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle puis qu'ils sont obligés de prendre des mesures extrêmes pour garder le contrôle des communications. Là. Ce que je veux dire, c'est que juste en voyant leur réaction, tu sais qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui se passe puis qu'ils le savent. Puis Mme Guilbeault, elle ne fait pas très sérieux. Là. J'ai vu le vidéo qu'elle fait ses ongles. Et puis là, ils ont mis Dubé qui, lui, essaie de faire le tough. C'est un mauvais comédien. Il semble être à court de ressources, là. mais on va aller voir ce que M. Sylvain a dit. Tout était rendu. Tu parlais il parlait de police privée. Je ne l'ai pas entendu ça. Oui, j'ai vu un article passer comme quoi, effectivement, le gouvernement songeait à aller du côté du privé. Évidemment, ce qu'ils disent, c'est pour faire les petites tâches. Mais juste le fait qu'on évoque ça à ce moment-ci,
je pense qu'on sent une espèce de vent de panique sur l'obéissance des policiers. Je ne sais pas si ça vient des commandements ou ça vient simplement des simples soldats, des constables, des policiers qui peut-être, eux, disent écoute, moi, je n'ai plus envie de jouer à ça. Je pense que le problème remonte à plus longtemps que ça. On a vu, je pense que c'est au mois de mai ou début juin, où l'armée a dit au gouvernement Trudeau qui ne s'occupait plus des CHCLD, mais qui était pour aller s'occuper des feux de forêt. Et on a vu la réaction de Trudeau et de Legault face à ça, qui était une réaction de surprise. Et Trudeau avait dit même le lendemain, on va trouver des solutions. Mais donc, ça voulait dire que même l'armée commençait à peut-être avoir moins envie de jouer à la pandémie. Et donc, ça a été un gros move. Et encore là, j'ai su par un ami interposé, mais un haut commandant quand même assez élevé dans les Forces armées canadiennes, qui lui a dit à mon ami, qui est un grand chum, qui a dit il y a bien du monde qui commence à être tanné des gouvernements. Et là, il parlait au sein de l'armée aussi. Donc, mais c'est normal. Et ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que autant les militaires que les policiers, leurs familles sont pognés comme toi puis moi. Puis ils savent très bien que nous, on se bat pour la population. On ne se bat pas pour le contrôle de personne. On ne se bat pas pour bâillonner personne. On se bat pour les gens. Et ça, les policiers le savent très bien, là. Et ils ne peuvent pas moralement continuer à défendre ceux qui veulent oppresser le peuple et dont leur famille. C'est super important parce que les militaires et les policiers ne font pas partie du petit club du New World Order qui dirige tout ça, là. Ils ne font pas partie de ce club-là. Ils font partie de notre club. C'est je veux dire, la guerre qu'on mène là, en ce moment, puis c'est une guerre qui est menée contre le peuple par un petit groupe. C'est une guerre qui est entre 0,01% de la population contre 99,99% de la population, qui inclut tous les militaires et tous les policiers. Donc, c'est impossible en bout de ligne qu'on puisse en venir à une vaccination forcée. Je veux dire, c'est impossible que ces gens-là vont rentrer chez vous, venir chercher tes enfants, qui vont venir voler tes papayes, puis qui vont venir te shooter des vaccins. Ça ne se fera pas, OK? Parce qu'ils font partie de notre groupe. Ça fait que ça, déjà, on peut arrêter de paniquer. Ils vont nous faire chier avec les vaccins, là. Ils vont essayer de toutes les façons possibles et inimaginables de nous les faire shooter par les entreprises, par l'interdiction de voyager, tout ça. Mais ça, il va y avoir des élections à un moment donné. Ça fait que, puis ça se peut qu'on ne se rendra pas jusqu'aux élections parce que devant des faillites mentales, des faillites de gouvernement, des poursuites qui vont se faire à gauche et à droite de plus en plus, qui vont s'accumuler. À un moment donné, le gouvernement ne contrôle absolument plus rien. Ça fait que tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Et on n'est pas très loin du breaking point, je pense, avec tout ça. Donc, moi, comme je dis tout le temps, ils ont étiré l'élastique. Les masques, ça a été l'élastique qui tire. Mais là, on est rendu au bout, puis il va péter. Il va y avoir 200 médecins qui vont faire une conférence de presse devant l'hôpital juif, puis qui vont dire que c'est de la bullshit depuis le début. Il va y avoir des policiers qui vont faire une conférence de presse qui dit on ne joue plus en pandémie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il va arriver quelque chose qui va faire péter l'élastique. Ça va être le premier domino qui va faire tomber le reste. Et les médias, c'est un des dominos qui va tomber. Celui-là, j'ai hâte qu'il tombe. Oui. Moi, les policiers, là, je suis prêt à me commettre que s'il y en a un qui a des sanctions parce qu'il n'a pas exécuté un ordre, là, je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis prêt à me commettre qu'on va aller au bat pour le supporter. Absolument. Parce que ça va arriver, là. Ils vont vouloir en prendre un pour qu'ils servent d'exemple. Et puis, c'est inévitable. Puis, il y a quelque chose que je pourrais ajouter aussi, c'est que il y a quelque chose que je me rends compte, c'est dans les pays principaux où on est le plus sévère en ce moment, où on est le plus New World-ish et Big Brother, on peut se rendre compte que dans tous ces pays-là, c'est des pays où il y a des populations dissidentes. Ça, c'est assez intéressant. Je parlais à mon amie suisse, Emma, aujourd'hui, puis elle me disait, dans la région francophone de la Suisse, il y a une répression totale, alors que dans la région allemande, tout le monde se fout des masques. OK? Et donc, on écrase la population francophone qui est là. On regarde aussi en France. En France, la population, c'est gilet jaune contre le gouvernement. Donc, la population se fait écraser au maximum. On regarde aussi en Belgique.
Belgique, il y a 3 populations différentes, les Flamands, les Wallons, puis les francophones, et ils se font écraser la même affaire. Et en Espagne, les Catalans qui voulaient leur indépendance, pouf, même chose, il y a une répression. Tu regardes, et le Québec, évidemment, on est la province où il y a le plus de répression à l'intérieur d'un pays anglophone majoritairement. Donc, si tu regardes là, vraiment là, où c'est le pire, c'est vraiment où il y a des populations qui sont dissidentes et qu'on cherche à écraser. Je n'ai pas étudié le cas de l'Irlande, mais ça ne m'étonnerait pas que là aussi, contre les catholiques en Irlande, qu'il y ait une espèce de répression solide qui se fasse. Mais donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est là. On se rend compte que c'est vraiment une lutte de peuple, de vrais peuples qui se battent autant pour leur survie que pour leur identité, que pour garder leur nation, tu sais, et leur liberté. Est-ce que le Québec est convoité particulièrement par un potentiel parti communiste ou l'establishment chinois, par exemple? Parce que est-ce qu'il y a un attrait particulier du fait de sa position en Amérique du Nord, ses richesses, les ressources, etc.? Je pense qu'il y a une incompréhension par rapport à la Chine en ce moment sur ce qui se passe réellement en Chine. Le président Xi qui est un bon président. Le président Xi, ce qu'on entend de la Chine, là, la plupart du temps, c'est de la grosse propagande, comme on entend de la Corée du Nord, comme on entend, tu sais, comme si c'était une répression terrible. Moi, j'étais en Chine, là, puis j'étais avec des guides chinoises, tout ça, et c'était la joie de vivre pas mal partout. Le communisme n'est pas ce qu'on pense. Tu sais, je suis sorti avec une Ukrainienne, puis ses parents me racontaient que l'Union soviétique, ça a été de loin la période la plus heureuse de leur vie. Il n'y avait jamais de problème pour les études, il n'y avait jamais de problème pour les soins médicaux, tout le monde avait de l'emploi, tout le monde avait du logement. Tu sais, ce qu'on entend de ces pays-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de propagande. La Chine, il y a une lutte interne qui est pareille comme Trump. Elle est dure à comprendre parce qu'elle est loin et que c'est un pays qui est relativement secret au niveau de ses communications. Mais c'est pareil comme Trump, c'est-à-dire que les Rothschilds qui sont en train de quitter tranquillement l'Europe parce que les banques européennes sont en faillite totale, les Rothschilds essayent de s'agglutiner au niveau de l'économie chinoise en ce moment. Donc, ils sont infiltrés à l'intérieur de la Banque centrale chinoise qui est dirigée par la famille Li. L'empire des Li qu'on appelle. Mais on voit aussi Hong Kong qui est un cheval de Troie complet des Rothschilds à l'intérieur, de l'Occident à l'intérieur de la Chine. Xi est en lutte contre Hong Kong. Là, on le voit. Puisque nos médias nous disent « Ah, c'est terrible ce qui arrive à Hong Kong », ben oui, forcément, c'est les Rothschilds qui se font blaster par Xi. T'sais. Donc, ce que Xi essaie de faire, lui, c'est un monde bipolaire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut faire, c'est des nations autonomes partout qui collaborent entre elles. C'est la même chose que ce que Poutine veut faire et c'est ultimement la même chose que ce que Trump veut faire aussi. Donc, ils sont sur la même longueur d'onde là-dessus. Ce qui essaie de s'infiltrer à l'intérieur des économies en ce moment, c'est la partie oligarque de la Chine qui est mêlée avec les Rothschilds, tout ça. Donc, ce qui essaie de se mêler ici, ce n'est pas la Chine comme une entité, mais c'est la partie des banques de la Chine et des industries majeures, des multinationales chinoises. Et c'est la même chose, c'est comme si on parlait des États-Unis. Les États-Unis font ci, les États-Unis font ça, alors qu'on sait très bien que Trump, il fait complètement le contraire de ce que les États-Unis font. Donc, il y a vraiment deux entités importantes. J'ai pris le temps de l'expliquer, je suis désolé, mais c'est parce qu'on m'a souvent posé des questions là-dessus, puis je ne réponds jamais parce que j'ai jamais le temps. Je te remercie, non, ça éclaircit. Donc, tu vois pas la Chine comme une menace dans la crise actuelle. C'est la Big Pharma, la menace. Moi non plus, j'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose dans plusieurs web journaux. J'ai dit il y a une entente Trump-Poutine pour un monde multipolaire. Ils travaillent tous ensemble. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle l'entente Trump-Xi. Les gens ne comprennent pas ça, là, c'est pas aussi pire qu'on pense. Puis moi, puis Alexis, on s'en est pas parlé avant. Non, il n'y a rien avancé. Stéphane Blais, vas-y donc avec. Écoute, moi, je suggérais aux gens là, je veux dire, tant qu'à avoir un livre de chevet, là, on est en plein éveil collectif. Et si on veut prendre le contrôle de ce qui nous appartient, je vous suggère un livre qui a été écrit par Jane Sharp, qui est de la dictature à la démocratie. En fait, ça a été probablement écrit par des mondialistes qui voulaient faire tomber le régime communiste pour les amener dans le camp des fausses démocraties dans laquelle
on est, mais par contre, la recette fonctionne. Tu sais, quand on parle des pompiers, des polices puis des militaires, c'est clair qu'il faut rester pacifique. Il faut leur faire comprendre qu'on est des frères et sœurs et les amener dans notre camp en les sensibilisant à la cause et en restant pacifique, courtois. La clé, les amis, c'est vraiment ne jamais confronter les gens armés, qu'on parle de militaires ou qu'on parle de police. Il faut vraiment leur faire comprendre qu'on fait partie de la même famille et qu'on est tous manipulés par en haut. Puis en passant, quand on parle là, de New World Order, là, ben écoute, les politiciens de carrière puis les journalistes, ils ne font pas partie de la clique. Là, ils ne font pas partie tu sais, même si on leur promet qu'ils vont avoir un meilleur avenir s'ils respectent le plan, là, on sait très bien qu'une fois que ça va être fini, la clé, c'est ils se débarrassent de ces gens-là. Merci, tu m'as bien servi, ben, je te jette aux poubelles. La preuve, en passant, si on regarde les médias de Power Corp, là, je veux dire, les journalistes, ils ont perdu leur fonds de pension, ils ont été jetés aux poubelles. C'est un classique, là. Ils se foutent des journalistes, ces gens-là, parce que les journalistes agissent, je ne dis pas qu'ils sont tous et toutes, mais ils agissent comme des putes. Alors, une pute, une fois que tu as terminé ton travail, tu dis, ben bonsoir, OK, sac ton camp. Écoute, ben, restera pas cité. Ben alors, écoute, ces gens-là ils font les putes et puis ils sont jetés aux poubelles une fois que c'est terminé, là. Donc, et puis, c'est une vraie caricature, ce qu'on voit présentement au niveau des médias. Donc, tu sais, je veux dire, normalement... Comment tu vois ça, toi, quand tu regardes la gang de TVA, le Journal de Montréal, exemple, parce que c'est le principal privé au Québec. Comment tu vois ça? Est-ce que y en a-tu qui sont naturellement innocents? Ils jouent tous à l'imbécile? Ils ont des ordres stricts? Je vais quand même donner mon point de vue sur la conférence, pas la conférence, mais le rassemblement du 26 juillet. Moi, j'ai eu l'impression, OK, puis il faut lire entre les lignes, puis je suis pas mal sûr que les boys, vous êtes d'accord avec ça, que Kariane Bourassa, malgré tout, a joué une game pour donner une belle couverture à l'événement, tout en lançant un message pour faire plaisir à ses boss. Mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir Alexis Cossette-Trudel parler pendant 2 minutes en ligne. OK, puis après ça, le loop où on a vu Dan Pilon, Alexis Cossette, Stéphane Blais et d'autres personnes jaser là, pendant toute la soirée. Puis après ça, ça continue. Parle-en bien, parle-en mal, même si c'est mitigé. Pour nous, on se fait connaître et les gens, qu'on le veuille ou non, sont curieux, ils viennent voir, puis ils découvrent Alexis Cossette, ils découvrent Dan Pilon, ils découvrent Sylvain Laforêt, ils découvrent la Fondation et ça leur permet maintenant de dire « Wow, voici un point de vue auquel je n'étais pas habitué, on ne le voyait pas dans les médias mainstream. » Et grâce aux médias mainstream, présentement, on a une pub gratis qui permet aux gens justement d'aller à Radio-Québec, d'aller voir la Fondation, d'aller voir Sylvain, d'aller voir Daniel. Ils font de la bonne pub à Alexis, ils font de la très bonne pub à Alexis. C'est une excellente pub. Des fois, c'est rough. Je ne sais pas s'il l'a payé, mais c'est non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle voulait parler à un des organisateurs. Et puis là, les gens sont venus me chercher. Je n'étais pas un organisateur, mais en tout cas, les gens sont venus me chercher. Puis là, elle voulait faire une entrevue. Puis j'ai dit, je ne fais pas d'entrevue, sauf si c'est en direct. Parce que la veille, j'avais fait une entrevue avec Yves Poirier de TVA. J'y avais donné 2 minutes de chiffres, de statistiques, de faits, de preuves, etc. Puis il a passé genre 4 secondes et demie par rapport. J'ai dit ça à la fille. J'ai dit, vous déformez nos propos. Fait que c'est en direct ou c'est rien. Là, je pense pas qu'elle savait qui j'étais. Je pense pas qu'elle avait fait ses recherches. Wow, elle m'a juste donné le micro, puis là, c'est sorti. Ben, tant pis pour elle. C'est un beau hasard, en tout cas. Le citoyen pris au hasard, il savait de quoi il parlait. Alors, moi, je remercie Kariane Bourassa, et je pense qu'elle était tellement aimée qu'il y a des gens aussi qui l'ont remerciée, mais, encore une fois... Quelle farce, hein? On entendait les jours après qu'elle avait été agressée. Non, mais c'est... Écoute, mais savez-vous quoi, les gars, ces machines à rumeurs-là, c'est extraordinaire parce que ça roule pendant des jours et des jours. C'est anodin, mais en même temps, ça fait parler de nous, ça fait parler de la cause. Et ben, regarde, aujourd'hui, là, je peux vous dire que ça fait toujours drôle d'être un peu partout au Québec par hasard et de dire « Hey, t'es Alexis, hey, t'es Stéphane, hey, t'es Daniel, merci pour ce que vous faites. » Et puis moi, ce que je dis aux gens, c'est ben merci de prendre conscience de l'importance de défendre l'avenir de nos enfants.
c'est super important. Donc... Avant que tu parles de ta fondation, je veux juste préciser aux gens qu'on a des manifestations d'amour incommensurables. Moi, j'avais aucune idée. Là. Je fais des lives là, comme un peu vous autres, devant mon ordi. Je fais ma petite vie. Et puis là, ça fait 3 bains de foule que je prends. Et puis, c'est l'effet rockstar. T'es serré, t'es aimé, hey, je fais juste bloguer. C'est incroyable comment les gens ne s'identifient plus avec leurs politiciens. Là. Eux autres, c'est fort bord. Là. Vas-y, Stéphane. Après ça, en fait, il ne faut pas se fier sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup d'amour, mais ça peut être très virulent, très méchant, très incisif. Mais quand on arrive dans ces foules-là, ce sont des gens vraiment qui sont éveillés, qui savent pourquoi ils sont là. Ça, c'est important aussi. Hein? Aller dans des manifestations altermondialistes ou tout ça, puis demande aux gens, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on fait la révolution. Hein? Alors que tu vas dans une manifestation, ben, c'est pour nos droits et libertés. Moi, je veux rien savoir du masque, je veux rien savoir de la double vaccination, je veux rien savoir d'un plexiglas, moi, à l'école pour mes enfants. Les gens savent pourquoi ils sont là. Hein? Ils sont là parce qu'ils voient la bébite totalitaire qui gruge du terrain, puis ils voient qu'il y a des gens courageux qui se sont mis au bat et qui ont payé pour ça. Alexis a payé pour ça. Toi, Daniel, tu as payé pour ça. Sylvain a payé pour ça. J'ai payé pour ça. On paye tout pour ça. Pour faire face à la musique, il faut prendre des risques. On les a tous pris. Puis on a tous, à notre façon, payé. Je veux dire, quand on a perdu nos jobs, perdu nos titres, perdu les clients. C'est ça. On l'a tout fait. Pendant ce temps-là, je vois des commentaires, là. Je vois des commentaires, Dan, de gens. Ah, ben c'est des opportunistes, sont là pour la croix. Ben voyons donc, toi, quand tu dis que tu es prêt à perdre ton titre professionnel ou que tu as perdu ta job d'une commission scolaire. J'ai perdu 70% de mes clients corporatifs, moi, depuis 2 ans. Ben, même chose pour moi. Présentement, là, j'ai été obligé de laisser aller des gros clients. Je ne peux pas les servir parce que je suis en train de me dédier à une cause ça n'a même pas rapport avec l'argent. Je ne fais pas d'argent avec ça. Là. Je veux dire, à un moment donné, on se bat contre, non pas un gouvernement, mais on se bat contre un gros système qui a été mis en place depuis des années et qui avait pour objectif de faire de nous, c'est con à dire, mais ils veulent faire de nous des esclaves. Tu sais, moi, pendant plusieurs années, tu sais, je suis réalisateur encore en télévision. Puis scénariste, puis pendant plusieurs années, une quinzaine d'années, j'étais réputé comme peut-être pour plusieurs, j'étais comme le meilleur réalisateur de documentaires au Québec pour la télévision. J'en ai fait, pour la compagnie Zone 3, j'en ai fait 95 quand même, pour toutes les chaînes, Télé-Québec, j'ai fait Les Débrouillards, tu sais. Pas Radio-Québec à la place. Pas radio, j'ai fait télé, mais j'ai fait TVA, tu sais, peu importe, j'en ai fait plein. Ars TV, j'en ai fait beaucoup. Et c'est un parcours sans faute. J'ai pas fait un mauvais documentaire, OK? Mais à partir du moment où j'ai sorti mon livre en 2015, j'en ai arraché. Il a fallu que je retourne faire des job-ins. Il a fallu que je retourne faire... Et je peux te dire, j'ai jamais reçu un autre téléphone d'un producteur, alors que je suis une garantie de bonne fin, moi, pour un documentaire. T'es sûr qu'il va être bon, là. J'ai pas fait d'erreur encore, là. Tu sais, j'ai gagné les prix Gémeaux puis tout, là. Donc, donc le monde est putain ou il est devenu... Les gens sont devenus... L'humanité a été envahie par le mensonge. C'est dans les médias. Moi, je me tire dans le pied, dans le fond, parce que... Mais c'est une question d'intégrité. Mais tu sais, je veux dire, je travaillais dans les médias, je gagnais ma vie dans les médias, je gagne encore ma vie dans les médias parce qu'il y a du monde qui ont plus de guts qui m'engagent encore aujourd'hui. Mais c'est ça, je me tirais dans le pied. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu apprends qu'est-ce qui se passe, quand tu apprends ce qui se passe dans les médias puis tu t'en rends compte, ça devient une question d'intégrité. Ou bien tu fermes ta gueule puis tu fais Patrick Lagacé puis tu fais plein d'argent à mentir tous les jours. Ou ben donc, t'es intègre, puis tu vas gagner 2 fois moins d'argent que tu gagnais avant, puis... mais au moins, t'es en paix, tu dors en paix tous les soirs. Là. Les gens voient clair, ils commencent à voir clair parce que les artistes, les journalistes, les politiciens, ils sont démasqués. Là. Alexis, vas-y. Le truc, c'est que ce que je veux rajouter sur ce que Sylvain disait, c'est-à-dire qu'au début, quand ça commence, ceux qui se lèvent la tête perdent gros. Parce qu'ils sont les seuls à le faire. Mais ce travail-là est nécessaire. Le truc, c'est que si tout le monde se lève ensemble, ils ne peuvent plus arrêter. C'est terminé. Terminé. Alors, là, c'est le temps de se lever tout le monde ensemble parce qu'on ne veut pas de ce futur-là pour nos enfants.
Oui. Il y a des gens, on a comme tous un peu payé là, le prix d'être sorti comme un petit peu en premier, mais là maintenant, ce que je veux dire, c'est c'est le moment de ne plus avoir peur. Si on le fait tous ensemble, ils ne peuvent rien contre nous. J'expliquais hier, le fonctionnaire, son fonds de pension, s'il décide dans 1 an ou 2, on fait un write-off, c'est fonds de pension, fermez vos gueules. On va dire, ah ben là, on aurait peut-être dû se lever dans le temps, les gars, t'es pas si bête. Fait que là, c'est sûr qu'ils ne passeront pas la hache là-dedans aujourd'hui. Ils ont besoin de l'appui de la fonction publique, comme ils ont besoin de l'appui de tous les membres des ordres professionnels, des syndiqués, des syndicats. Alors, ils vont y aller par étapes, hein? Mais moi, ils ne me feront pas brailler quand ils vont passer la hache là-dedans dans 1 an ou 2 dans le cas où le scénario apocalyptique se produirait. Ce qui n'arrivera pas, mais dans ce scénario-là, je ne suis pas inquiète que quand le moment serait venu, ça serait leur tour. Le système financier actuel. Il y a assez de gens qui ont perdu leur commerce. J'en entends des témoignages là, à chaque semaine. C'est effrayant. Des gens qui lâchent leur job à cause du maudit masque. Des gens qui se séparent parce que l'autre ne travaille plus, la chicane est prise, les ex, il y en a un qui est complotiste, l'autre qui est mouton, ça finit plus. C'est un véritable cauchemar. Mais juste avant de retourner à Alexis, Stéphane, pendant que tu es là, oui. Je veux t'entendre parler de la fondation parce que je vais faire là, on le sait tous que M. Bertrand, il a pris 125 000 de ciao bye, mais bon, ça a servi quand même, on en a parlé parce que ça l'a aidé à les faire reculer sa loi 161, excuse. OK, mais là, maintenant, ça bouge, ça a recommencé à bouger avec ton nouveau monde, c'est ça? OK. La fondation, là, ça n'existe pas depuis 20 ans, ça existe depuis 2 mois. OK, on peut-tu relativiser les choses? C'est simplement un groupe de citoyens qui se lève, qui crée une fondation, qui va chercher des fonds, qui engage les 2 avocats constitutionnalistes qui semblent les plus crédibles au pays. On se dit qu'on va se baquer avec un en Ontario et un au Québec. S'il y en a un qui foire, il en reste un. Ah, il y en a un qui a foiré, OK? Bon, qui a décidé de partir à 2 jours où on devait fixer une date. Mais il y a quand même eu 2 pourvois qui ont été déposés. Galatie va aller en Cour suprême. Donc, au niveau de l'essence de la poursuite, là, qui en couvre très, très large, lui va aller jusqu'en Cour suprême. Donc, il protège tous les Canadiens. Donc, le pari est gagné. Même s'il y a un pan de mur qui est tombé au Québec, on se doutait que ça allait être au Québec, ça allait tomber. Je m'excuse, je suis un peu sarcastique parce que moi, je suis dedans. OK? Puis je vois le courage des avocats québécois, des médecins québécois, des pharmaciens québécois qui vraiment se ruent pour aider la collectivité québécoise à se sortir de là. Moi, je le vis à tous les jours. OK? Je suis un peu sarcastique, là, mais je peux vous dire que c'est pas la force des Québécois, le courage. Mais, par contre, je vois quand même, au niveau de la population, un éveil collectif et même certains professionnels qui ont décidé de donner un coup de pouce. Donc, arrêtez de paniquer, là. Galatie est là pour protéger tous les Canadiens. Le pourvoi de Guy Bertrand, il appartient à qui? Il appartient à la Fondation. Là, le monde, il envoie des messages sur Facebook. Regarde, tu vois, il n'y a pas d'avocat, c'est terminé, il nous a dupés pour s'en mettre. Non, c'est pas ça. Le pourvoi de Guy Bertrand, il nous appartient. Quand on va avoir un avocat courageux, qui n'est peut-être pas du Québec, mais qui a sa licence du barreau, puis qui n'aura pas peur de la perdre, sa licence du barreau, parce que probablement qu'ils vont le harceler, je le dis, là. Pourquoi vous pensez que ça prend du temps à avoir quelqu'un sur le pourvoi de Guy Bertrand? OK? Simplement qu'ils ont peur du barreau. Ils ont peur du barreau. Ils ont peur. Asti, ils ont peur du barreau, comme si c'était un mafia, sacrément. Alors, moi, ce système-là, j'en ai marre. Mais je peux vous dire quelque chose. Il va en avoir un avocat qui va prendre le pourvoi à un moment donné, puis il va aller jusqu'au bout, il va peut-être se faire harceler, OK? Puis il va se dire, ben, regarde, je m'en crisse parce que je suis à l'extérieur du Québec. Donc, ce qui est quand même assez spécial, c'est que c'est des gens à l'extérieur du Québec qui sont en train de sauver le Québec. OK? Puis alors que moi, je vois des patriotes, des supposés patriotes québécois cracher sur les non-québécois, alors que c'est eux qui les défendent, c'est quand même un paradoxe. Bon, maintenant,
Ça, c'est réglé, là. Le pourvoi, il appartient à la Fondation. Il va y avoir probablement quelqu'un de l'extérieur du Québec qui va le prendre, le pourvoi. Arrêtez de vous inquiéter avec ça. Maintenant, il se passe des choses au Québec. Ce que tu appelles le pourvoi là, pour l'auditeur, c'est le travail qui a été fait par M. Guy Bertrand, OK, qui a coûté 125 000 mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est un constitutionnaliste, c'est ça que ça a coûté. Il était 3 à travailler là-dessus pendant des semaines. Ils ont déposé ça. Je ne suis pas là pour juger du travail d'un constitutionnaliste de carrière qui a 82 ans. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est ça que ça a coûté. Puis c'est ça qui a été déposé. Maintenant, on va se poser une question tout le monde ensemble. Si le 8 juin 2020, on n'avait pas déposé le pourvoi de Guy Bertrand, puis que ça n'avait pas donné un choc médiatique, puis que ça n'avait peut-être pas sonné dans les oreilles des parlementaires qui étaient en arrière de nous autres pendant qu'on était en train de leur dire qu'on ne se laisserait pas faire, probablement qu'on aurait peut-être une loi 61 présentement qui serait activée. Okay? Ça a comme sonné une cloche de dire, ben peut-être qu'on va prendre un petit recul puis on va attendre 4 mois. Okay? Mais ceux qui disent que ça a servi à rien pour moi. Non, ça a servi à ça. Bon, mais juste on vient de régler le cas de Bertrand. C'est lui, en passant, qui a démissionné à 2 jours où on était censé avoir une date. Donc, ceux qui me gossent avec ça, je peux vous dire que c'est pas moi qui l'a fait démissionner, même si les prétextes invoqués. Actuellement, c'est rapidement. Actuellement, la Fondation. Alors, actuellement. On est en train de travailler avec un groupe d'avocats, OK? Bon, le groupe Jean Dury, sur une injonction préventive au niveau des vaccins. On a un pharmacien, OK? Qui, je ne dirais pas s'il vient du Québec, OK? On a un pharmacien qui est là, qui travaille à préparer l'injonction. Donc, si jamais le gouvernement dit OK, parce que vous savez que dans la loi des mesures d'urgence, ils peuvent décréter en tout temps la vaccination obligatoire, en tout temps. Donc, ils peuvent le faire maintenant. Là. Alors, automatiquement, on va bloquer. Quand ça va être déposé, on va l'invoquer puis on va bloquer la vaccination. Donc, on est là-dessus. Autre point, là, les masques. Ça, c'est vraiment le sujet. Les masques. Voici. Rocco Galati, en Ontario, travaille avec, j'ai oublié son nom, en tout cas, bref, avec un spécialiste là, au niveau des masques. En fait, il y a 2 spécialistes au niveau des masques et il dépose l'injonction la semaine prochaine. Alors, ce qui a été convenu, c'est est-ce qu'on prend le risque d'aller avec des gens qui ne sont pas trop certains, qui ont peur de leur ordre professionnel au Québec pour une injonction pour les masques, ou on y va avec Rocco Galati et ses 2 spécialistes et qu'on va avoir une réponse? S'ils gagnent, automatiquement, on va prendre exactement la même injonction qu'il a gagnée avec les 2 mêmes spécialistes, puis on va les amener ici au Québec, puis on va gagner. OK? Donc, ça a été décidé qu'on va aller dans ce sens-là parce que les gens sont trop pressés, puis si on va trop vite, il y a un risque qu'on ne fasse pas bien les choses, puis après ça, si on se trouve avoir un jugement, puis qu'on perd le jugement parce que les spécialistes ont trop peur puis mettent le gant blanc ici, bien, automatiquement, on va être pogné avec des masques. Là. Donc, on ne veut pas jouer cette game-là. Alors, ça a été convenu clairement. On laisse aller Rocco Galati, dépose la semaine prochaine, il va y avoir le jugement. S'il gagne, on copie le jugement. S'il perd, on prend les faiblesses, on les améliore, puis après ça, on prend d'autres experts, puis on va faire une injonction en fonction des forces et des faiblesses de Galati. Donc, c'est convenu. Et puis, je peux vous dire, il n'y a pas eu une tonne de spécialistes. En passant, on en a contacté beaucoup qui se sont rués sur l'injonction pour les masques. OK? Je veux juste passer le message, encore une fois, qu'à un moment donné, il va falloir que pharmaciens, médecins, les spécialistes, il va falloir à un moment donné qu'ils se commettent. Parce qu'encore payé par l'État, c'est parce que l'État est trop important sur leur chèque de paye. Ben oui, mais on va vivre dans quel genre de société si on n'agit pas? Vivre dans une société nazie avec de l'argent, ça sert à quoi? Là, c'est pire qu'une société nazie. Je veux dire, t'es masques couverts, puis t'es traqué de façon électronique, puis des vaccins obligatoires. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même assez spécial. On a également un cas type sur lequel on travaille avec la CNESST. Donc, au niveau de ceux qui portent les masques au travail, on va tenter d'aller chercher une victoire pour l'employé, pour en faire un cas type, pour que ceux qui travaillent avec des masques puissent ne pas en mettre. Donc, on travaille sur 2 fronts. Et puis, alors, ceux qui disent qu'on ne fait rien, dites-vous quelque chose. C'est pas parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux tout le temps, qu'on n'écrit pas des petits textes, qu'on ne travaille pas, c'est le contraire.
c'est le contraire. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de contacts. Puis, encore une fois, je me sens un peu comme un vendeur. Tu sais, t'appelles, puis t'essayes de vendre ta salade, puis les gens ont peur, puis ils veulent pas, puis ils ont peur. Fait que là, tu sais, tu peux passer beaucoup, beaucoup d'heures à essayer de convaincre quelqu'un, puis finalement, il va te donner une réponse, puis là, il te rappelle, puis il nuance, puis finalement, il débarque. Fait que là, tu recommences le processus. C'est juste ça. Alors, c'est sûr que c'est un combat qui est pas facile. C'est sûr que y a personne qui m'a dit, ben regarde, il faut absolument que tu ailles au combat. Ça nous fait plaisir d'être au combat, mais c'est quand même pas évident. Mais chose certaine, c'est qu'il y a toujours une petite fissure à quelque part où on va voir la lumière passer, puis après ça, on ouvre le trou, puis la lumière rentre. Et puis, moi, je suis très, très confiant. Puis comme Alexis le disait, la victoire est acquise. OK? Je le sais parce que ici, on parle du légal. Moi, le légal, en passant, je me débat pour qu'on puisse mettre en place des mesures concrètes qui va faire en sorte qu'on va aller chercher des victoires. Mais la victoire n'est pas là. La victoire est dans le 4e rempart, qui est le peuple qui se lève. Exact. Et qui va avoir l'armée, qui va avoir la police, les pompiers de leur côté, puis ils vont dire, c'est terminé, on vous encercle, vous êtes des bandits. On vous met dehors, puis on fait une refonte institutionnelle. Et c'est pas juste au Québec, c'est à l'international. Stéphane, il faut oublier Donald Trump aussi là-dedans. Oui, c'est super intéressant, mais on va manquer de temps. Oui. Je veux vous entendre sur l'importance de la manifestation de samedi. Moi, je vais juste faire une petite annonce aux gens. Pour que le bon fonctionnement, pour que les gens soient en sécurité, etc., ça nous prend un budget pour de la sécurité, des accessoires, etc. J'ai fait une petite levée de fonds l'autre jour pour Québec. Je donnerai le détail prochainement. Là, on a eu 9000 quelques personnes, 9000 quelques dollars qui ont rentré. Ça a payé la sécurité, la publicité pour l'événement. J'ai même fait le sondage avec le petit surplus, etc. Il reste à peu près 500 $. Si les gens veulent contribuer pour aider le prochain rassemblement et l'autre, je vous invite à le faire. J'ai une adresse courriel ici. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est flou, madame. C'est SAC, Daniel Pilon, chroniqueur, @gmail.com. Est-ce qu'on la voit, là? Moyen. Oui, c'est moyen, mais on finit par le voir. Je répète, SAC, Daniel Pilon, chroniqueur, @gmail.com. C'est mon adjointe qui joue là-dedans. Elle fait les encaissements, tout balance à la scène. N'importe qui veut avoir le détail, c'est prêt. Je ne fais pas ça pour faire une scène. Je fais ça pour être sûr qu'il y a de la sécurité. La sécurité fait qu'un événement comme ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, les médias ont moins de stock pour nous salir. Quand les médias ont moins de stock pour nous salir, l'opinion publique est de plus en plus sur notre côté. Alors, c'est important que les gens soient généreux. Je vais créer un OSBL. Stéphane, ça ne sera pas pour te rentrer en compétition. Ça ne sera pas pour payer des experts. Ça va être pour faciliter. Là, ça passe par le compte à mon adjointe, par le mien. On balance tout ça. Puis l'argent est bien distribué à vos bonnes places. Ceci dit, il nous reste 2-3 minutes, 3 minutes chaque, 2-3 minutes pour parler aux gens de l'importance. Le moment est venu. L'heure est grave, comme disait Alexis l'autre fois. Moi, je pense que le moment est propice pour qu'on fasse le tour du monde, pour qu'on montre que le Québec se lève. Et vous n'avez votre casse. Il y en a 3 sur 4 des Facebookers, des gens sur les réseaux sociaux qui en ont jusque-là de la CAQ. Ben là, au lieu de chialer ces médias sociaux, qui d'ailleurs, c'est ça qui endort les gens, qui fait que les gens ne sortent plus, venez goûter à la magie de l'amour des grands rassemblements. Moi, ça fait 3 fois que j'y goûte et c'est tout à fait magique. Alors, j'invite tout le monde samedi midi. Si on veut faire bouger les choses, on ne passera pas à côté d'un déferlement humain à l'extérieur. Ceci dit, je donne 2 minutes à notre ami Alexis pour s'exprimer là-dessus. Oui, bien écoutez, je disais tout à l'heure quand je suis intervenu qu'on avait l'impression que le gouvernement était en mode panique, en mode damage control, etc. Tu sais, c'est qu'on a fait une percée. Hein? Moi, j'ai vu la manifestation à Québec un peu comme un débarquement de Normandie. Là, maintenant, on a mis le pied sur terre et là, il faut exploiter la percée.
Oui. Alors, si on reste sur les plages, ça ne sert à rien. Il faut, je veux dire, il faut avoir de la profondeur dans notre mouvement. Il faut exploiter la percée, il faut exploiter la peur du gouvernement. Et ça commence par se présenter justement samedi prochain à Montréal. Je pense que c'est au 770 rue Sherbrooke, c'est ça? Oui, Sherbrooke-Ouest, ça se peut-tu? Oui. Sherbrooke-Ouest. Oui, c'est Oui. ça. Alors, c'est ça. Donc, le gouvernement qui est sur la défensive. Hein, il ne faut pas lui laisser le temps de se réorganiser, je veux dire, d'arriver avec des mesures, de penser sa stratégie. Exploitons la brèche, laissons-le, je veux dire, se débattre sur une couche une fine couche de glace. Et on a tout à gagner. Si, c'est-à-dire que en ayant de l'exposure, je veux dire, de la publicité comme ça fait croître notre mouvement. Cependant, si le gouvernement réagit fortement, c'est un gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les Québécois n'accepteront pas ça, une augmentation des mesures répressives, et donc on ne peut pas perdre. On ne peut que gagner en s'y présentant, et si le gouvernement surréagit, on gagne encore. Alors c'est gagnant-gagnant. Pensez-y, là, c'est comme le 6 juin 1944. Faites l'histoire, présentez-vous à cette manifestation. Merci, Alexis. Sylvain Laforêt. Ben, en fait, c'est assez simple. C'est que pour moi, on est rendu vraiment à un choix qui est vraiment important. On a le choix entre accepter tout et vivre dans 1984 dans quelques années. On est carrément mis devant les faits d'un totalitarisme qui est en train de s'installer partout. Les gens ne se sentent pas concernés, sentent qu'ils n'ont pas besoin de rien faire puis que tout le monde va tout arranger pour eux autres. Mais je pense que là, il faut que chaque Québécois qui a des enfants, doit venir avec ses enfants aussi. Parce que c'est leur avenir qui est en jeu maintenant. Et c'est le choix, là, ils peuvent le faire là. Parce que si on était capable de rameuter du monde comme à Berlin, comme on a vu, si on est capable de ramasser du monde et de lancer un message clair que les Québécois sont unis en ce moment et que même ceux qui écoutent encore les médias, mais est-ce que vous voulez que vos enfants se ramassent dans 1984? Parce que si on regarde les mesures qu'il y a en ce moment, alors qu'il n'y a plus de grippe, que la grippe est finie, la courbe pour un corona, ça monte, ça descend et ça ne revient plus. Parce que c'est l'immunité collective qui est rendue là. Donc, il n'y a pas de deuxième vague. Ça n'existe pas dans le cas des coronas. Donc, c'est fini, ça, là. Il n'y a aucune raison pour qu'on porte encore des masques. Donc, on est dans des mesures qui débordent complètement ce pourquoi on les motive. Et là, les gens ont un choix à faire. Est-ce que je veux être dans 1984 ou je veux mettre fin à ça et je veux que mes enfants aient une vie normale, décente, sans cage de plexiglas, sans masque, sans rien. On peut aller chercher tellement plus. Et si on confronte la population au fait que le système électoral est complètement pourri, que les partis en ce moment sont complètement pourris et complètement complices dans garder le système en place, bien, on peut changer tout ça. Et quand on va changer tout ça, on peut sérieusement aspirer à une liberté, puis à une prospérité, puis une paix incroyable. On va le faire, mais on va y aller par étapes. Juste, merci Sylvain Laforêt. Pour l'auditeur qui ne sait pas c'est quoi 1984, c'est un livre qui a été écrit, je crois, en 1948 par George Orwell. Moi, je l'avais lu au cégep en première année, première session, je crois, en philo. C'est quoi ça? Ouais. Le gars avait imaginé une société où on est contrôlé de... Bref, c'est exactement ça. Avec le meilleur des mondes. Hein, avec Big Brother, mais là, c'est la puce et tout. Le gars a été un visionnaire incroyable. Il faudrait que j'aille acheter de la margarine si ça ne me dérange pas. Stéphane Blais. Ben écoutez, les amis, si vous allez sur la page de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, je vous demanderai de confirmer votre présence, OK? Et l'autre point, amenez donc 2 personnes avec vous. Comme ça, si on est 4000 puis qu'on amène 2 personnes, ben écoutez, on va être 12 000. Pas 4000. On va être 12 000. Oublie l'indicateur de ton outil de promotion d'événements. On va être 75 000, ton chose va dire 5 000. Là. Exactement. Donc, s'il vous plaît, allez confirmer, puis amenez donc 2 personnes avec vous. Et puis, encore une fois, ben moi, je nous félicite tous, puis j'inclus tous les citoyens
aussi là-dedans d'être aussi participatif. Puis on est un beau modèle, je pense, à suivre pour le reste du monde, un beau modèle de collaboration, de synchronisation. Et puis, ça fait boule de neige. Et effectivement, je pense que l'establishment a perdu le contrôle. Alors, c'est une bonne chose parce que le contrôle, ça doit être un contrôle qui appartient au peuple parce que c'est notre société. Puis on découvre des gens, si je peux me permettre. Il y a des blogueurs, il y en a que ça sort. J'ai fait connaissance avec Alexis, j'ai découvert Sylvain Laforêt. Et là, je pourrais commencer à toutes les nommer. Éric Daou, c'est tout un cerveau, ce gars-là. Amélie Paul, José Turmel. Là, je commence à Gélina. Là, ça ne finit plus. Il en pousse encore. Il y en a d'autres qui allument à chaque jour. Donc, mesdames, messieurs, c'est un rendez-vous. Oui, samedi, à midi. On y est tous. Ça finit aussi à 13h30 devant Radio-Canada. Puis il va y avoir des speeches à 13h45. Donc, venez voir les speeches. Ça va être super le fun. Merci les gars d'avoir participé. Salut Alexis. Salut. Salut Sylvain. Ciao. Salut Stéphane Blais. Salut guys. Bye-bye. On se voit samedi. Salut à tout le monde. Partagez-moi ça en grand nombre et likez-moi ça. Daniel Pilon, BA, chroniqueur, libre penseur. Merci.